Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. L'oncologie ophtalmique est une surspécialité dont l'individualisation est assez récente et les premiers congrès spécialisés ont eu lieu à la fin des années 70. Le docteur Desjardins a été pionnière dans ce domaine et a mis en place le premier service d'oncologie ophtalmique au monde à l'Institut Curie. Le rapport SFO 2002 sur l'oncologie oculaire avait été rédigé par le professeur Leonidas Zographos, puis le professeur Cassou et le docteur Desjardins ont rédigé un second rapport en 2022, avec pour objectif de mettre à jour ces connaissances avec les données les plus récentes. Les cancers primitifs de l'œil sont rares, avec une incidence d'environ 1,4 pour 100 000 par an, notamment en comparaison avec les métastases oculaires de cancers non ophtalmiques, environ 6 pour 100 000 par an, et les cancers de la paupière. En dehors des métastases oculaires et des tumeurs des paupières, le mélanome uvéal est la tumeur ophtalmique primitive la plus fréquente, avec environ 500 nouveaux cas par an en France. Chez l'enfant, il s'agit du rétinoblastome, avec environ 50 cas par an. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le docteur Sarah Tick, qui est PH mi-temps au 15-20. Elle est fondatrice et coordinatrice de l'Oncopole des 15-20. Elle est spécialisée en rétine médico-chirurgicale et plus particulièrement en oncologie de l'adulte. Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Géraldine Chottard, qui est PH mi-temps au 15-20, qui est également cofondatrice de l'Oncopole au 15-20. Elle est spécialisée en orbitopalpébrale avec une orientation vers l'oncologie. Bonjour Géraldine, bonjour Sarah. Bonjour. Alors pour commencer, on va parler d'oncologie choriorétinienne. Quelle est la conduite à tenir devant la découverte d'une lésion pigmentée du fond d'œil ? Oui, je pense que c'est effectivement une question importante parce que c'est une question qui nous concerne tous et toutes en tant qu'ophtalmo et aussi en tant que patient parce qu'en fait le névus choroïdien c'est très fréquent. C'est selon les études épidémiologiques entre 5 et 20% des personnes blanches. Beaucoup plus rare chez les personnes noires ou même dans la population asiatique. Il faut juste peut-être déjà savoir si le patient est au courant qu'il avait ce névus, ce grain de beauté. Depuis combien de temps ? Est-ce qu'on lui a déjà fait un fond d'œil ? Est-ce qu'on lui a déjà posé la question ? Est-ce qu'il a des photos ? Donc déjà l'antériorité, parce qu'on va chercher un signe primordial, c'est est-ce que cette lésion a grossi ? Si elle est là depuis 20 ans, 30 ans, qu'elle est toujours pareille, c'est pas du tout la même attitude que s'il a eu un fond d'œil l'année dernière et qu'il n'y avait pas du tout de névus et qu'en plus il a une photo pour le prouver. Donc ça, c'est la première chose à demander. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque d'évolutivité. Parce qu'en fait, contrairement à la dermatologie, où si on a un doute, on peut juste biopsier, enlever le névus et l'envoyer en anatomopathologie. Là, la question, c'est qu'on peut pas faire ça, on peut pas aller enlever le grain de beauté de la choroïde pour l'analyser, surtout s'il est bénin, ce serait cher payé. Donc, en fait, il faut avoir en tête ces fameux facteurs de risque d'évolutivité. Ils ont été décrits par une équipe ultra connue en oncologie oculaire, qui est l'équipe des Shields. Pourquoi ils sont ultra connus ? Déjà parce qu'ils travaillent très bien, mais en plus c'est la plus grosse équipe américaine. Donc quand ils font une étude, ils ont 4000, 5000, 6000 patients, ce que nous on peut pas du tout avoir en France vu la fréquence des lésions tumorales. Et donc ils ont décrit ces facteurs de risque qui sont les suivants. 1, les symptômes. En plus, ils ont été réévalués il y a pas très longtemps. Donc, les symptômes, c'est une baisse d'acuité visuelle inférieure à, Géraldine, 4/10. C'est ça, Géraldine m'a montré le 4, c'est bien ça. Donc, baisse d'acuité visuelle ou phosphène. Phosphène, c'est un signe extrêmement important. Ensuite, on a l'aspect de la lésion au fond d'œil. Est-ce qu'il y a du pigment orange, que ce soit en rétinophotographie, mais les critères récents, c'est le pigment orange en autofluorescence. Donc c'est un cliché qu'il faut faire. Ensuite, il y a la présence de décollement stéréorétinien, qui soit clinique ou en OCT. Pareil, ça a été, on l'a rajouté récemment dans les critères. Ensuite, il y a la présence d'un diamètre en rétinophoto mesuré à plus de 5 mm, une épaisseur échographique mesurée à plus de 2 mm et la présence d'une hypoéchogénicité en échographie. Ça, c'est les facteurs de risque. Ensuite, vous pouvez rajouter, si vraiment vous avez un gros doute, quelque chose que les Américains font assez peu parce qu'ils ont peu accès, c'est l'angiographie à la fluorescéine, mais la présence de pinpoints, donc ces points hyper fluorescents sur les temps intermédiaires, en tête d'épingle, en angiographie à la fluorescéine sur la lésion, ça, c'est quand même, ça doit allumer une toute petite lanterne supplémentaire, même si ça fait pas partie des critères de l'étude de Shields.
Merci beaucoup Sarah. Et alors quand on a un névus qui a un aspect strictement normal, selon tous ces critères que tu viens d'énoncer, quel est le rythme de suivi ? En fait, même s'il y a 0 facteur de risque d'évolutivité, il faut quand même surveiller les patients. Parce que il est possible que ce soit un névus qui va se transformer ou déjà un petit mélanome. Donc si c'est la première fois que vous voyez le névus, qu'il a aucun facteur de risque d'évolutivité, une photo 6 mois après, puis une fois par an. Et au moins, confier la photo aux patients, parce qu'on sait jamais, même si il y a une grande fidélité des patients, leurs ophtalmos, parfois il y a une migration de certains patients, et il faut qu'ils aient une photo, une preuve, et qu'ils puissent montrer à l'ophtalmo. Et ensuite, en fonction des facteurs de risque d'évolutivité, la fréquence de surveillance n'est pas la même. On peut aller tous les 6 mois s'il y a un facteur de risque, éventuellement 2, à tous les 3 mois, voire adresser à des spécialistes en oncologie pour être assuré, avoir des guidelines, voilà. Et au bout d'un certain nombre de facteurs de risque d'évolutivité, on sera amené à traiter, à considérer la lésion comme un petit mélanome. Est-ce que c'est un névus qui devient un mélanome ou est-ce qu'on a plutôt des mélanomes, des lésions qui sont initialement un mélanome ? En fait, c'est un débat presque philosophique, parce que c'est très compliqué de le savoir. Encore une fois, comme on n'a pas d'anatomopathologie initiale, c'est impossible. À partir du moment où on décide de parler de facteurs de risque d'évolutivité, c'est qu'a priori, il y a plusieurs personnes qui se disent qu'il y a une évolutivité, une transformation d'un névus en mélanome. Comme on n'est que statistique, c'est hyper difficile de se dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'était un mélanome dès le départ, tout petit. Et comme dans beaucoup de mélanomes choroïdiens, il y a assez peu de mitose, il y a assez peu de reproduction cellulaire, la tumeur peut grandir de manière extrêmement lente, avec 1 ou 2 mitoses de temps en temps. Donc en fait, cliniquement, on voit pas la lésion grandir. Et puis à un moment, peut-être que ça s'emballe un peu, peut-être qu'il y a un peu plus de mitose, des mutations qui se rajoutent et la tumeur grandit. Voilà, c'est encore une fois, je pense qu'on n'a pas trop la réponse, mais le débat est intéressant. Alors ça pourrait être une question du patient, mais qu'est-ce qu'on peut répondre en consultation en pratique quand on voit un patient avec un névus choroïdien, au patient qui nous demande quel est le risque que ça se transforme en mélanome? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Je lui dirais, ma réponse, elle va dépendre du nombre de facteurs de risque. S'il n'y en a pas, je vais lui dire, a priori, c'est un grain de beauté bénin, c'est un névus bénin, vous devez juste savoir qu'il est là. Et il faut quand même qu'on se voit 1 fois par an, parce qu'on sait jamais, comme sur la peau, de temps en temps, ça peut grandir, et donc il faut qu'on le surveille. S'il y a beaucoup de facteurs de risque d'évolutivité, là je dis bon, on est quand même face à une lésion suspecte. Donc soit je décide de l'adresser et auquel cas le discours sera pris en charge par quelqu'un d'autre. Mais si je décide de le surveiller tous les 3 mois, tous les 6 mois en fonction des risques, à ce moment-là, je lui dis voilà, s'il y a une modification de l'aspect, on va considérer que c'est malin et donc on le prendra en charge. Voilà, plus il y a de facteurs de risque, plus je vais lui dire que ça a un risque que ça grossisse. Quelle est la prise en charge en 2023 des mélanomes choroïdiens ? Alors déjà, avant de traiter, il faut faire un bilan. Je crois que ça, n'importe qui peut le prescrire, que ce soit le médecin traitant, l'ophtalmo, l'oncologue ophtalmo. Donc il faut faire un bilan parce que il y a un risque de métastase qui est loin d'être nul. On est globalement aux alentours de 50% de risque de métastase à 5 ans, tout mélanome choroïdien confondu. Donc il faut faire un bilan qui est principalement orientation hépatique. On fait une IRM hépatique, parfois chez des personnes plus âgées avec des petits mélanomes, juste une échographie hépatique. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, la prise en charge, dans la majorité des cas, c'est une prise en charge conservatrice, c'est-à-dire qu'on va pas enlever l'œil, et donc on va pas enlever la tumeur, même si on a ce fantasme-là, mais on fait de la radiothérapie, soit de la radiothérapie par protonthérapie. Donc là, il y a 2 centres de protonthérapie en France, un centre à Nice et un centre à Orsay. Et avant de pouvoir faire la protonthérapie, qui est donc une radiothérapie extrêmement ciblée sur la lésion, de manière à léser le moins possible les structures adjacentes, donc la rétine, le nerf optique, surtout la macula, alors il faut repérer la tumeur grâce à la pose de clips de tantale, c'est du métal, c'est même un métal précieux, coté en bourse,
qui, attention, ne sonne pas au portique d'aéroport et n'empêche pas de faire des IRM. Ça, c'est hyper important parce qu'on a plein de patients qui sont récusés de leur IRM parce qu'ils ont des clips. Il n'y a aucune contre-indication. Donc, on les hospitalise, on pose les clips sous anesthésie générale dans la plupart du temps. Ça peut être sous péribulbaire. Et ensuite, on envoie le patient pour repérage radiographique, scanner, où sont les clips métalliques. Et ensuite, ils ont 4 séances de protonthérapie. Donc, c'est sur 4 jours. En général, c'est une simulation le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, pour le centre d'Orsay, une séance très courte de radiothérapie. L'autre possibilité, c'est les disques diodes. Nous, on peut pas mettre de disques diodes au 15-20 parce qu'on n'a pas de chambre qui nous permettrait de limiter l'irradiation. Donc, en fait, on n'en met pas du tout. Mais ça peut tout à fait se mettre dans les lésions très antérieures. Et pour certaines équipes, dans les lésions temporales supérieures, parce que ça pourrait limiter la sécheresse oculaire en évitant de taper directement sur la glande lacrymale. Donc ça, c'est le traitement conservateur. Ensuite, il y a le traitement un peu moins conservateur, même beaucoup moins conservateur, qui est l'énucléation. Et je dis bien énucléation, ça c'est vraiment un point important, pas d'éviscération, on enlève l'œil avec la sclère, en conservant les muscles et en rattachant les muscles sur une bille d'hydroxyapatite recouverte de Vicryl pour essayer de maintenir une mobilité oculaire. Et ensuite, on met une prothèse pour essayer d'avoir une esthétique sensiblement la même à l'autre côté. Et ensuite, il y a la surveillance de l'œil, la surveillance du foie. Et en cas de métastase, on commence à avoir vraiment des avancées thérapeutiques et des espoirs qui n'étaient pas permis jusqu'à il y a quelque temps, avec des thérapies ciblées, des immunothérapies qui se donnent en cas de métastase et qui commencent même à se donner en traitement adjuvant sur des tumeurs très à risque de métastase, donc des grosses tumeurs ou des tumeurs avec plein de mutations génétiques. Voilà, donc aujourd'hui, on est de moins en moins démunis, surtout sur le plan général. Alors évidemment, le pronostic est très variable en fonction du mélanome, mais quels sont les principaux indicateurs qui vont nous orienter sur le pronostic ? En fait, il y a des indicateurs cliniques. Donc, plus la tumeur est grosse, par exemple, plus il y a un risque de métastase, plus il y a un gros décollement de rétine exudatif, plus il y a un risque de métastase. Il faut juste savoir une chose, c'est que la décision de faire une énucléation, la décision de faire une pose de clip et de la protonthérapie ne change pas le pronostic vital. Ça, c'est hyper important à savoir. Parce qu'un patient qui a une grosse tumeur va nous dire « Ah ben oui, mais c'est mieux si vous m'enlevez l'œil ». Non, ça change rien au pronostic vital. Ça change au pronostic fonctionnel, évidemment. Et parfois, il vaut mieux énucléer d'emblée plutôt que d'avoir des grosses complications dues à l'irradiation et un œil qu'on finira par enlever 2 ans plus tard parce qu'il est non-voyant et qu'il est douloureux. Il y a aussi des facteurs de risque génétiques à l'existence de métastases, à l'apparition de métastases, et donc qui changent le pronostic vital. Et en fait, ça, on peut le savoir maintenant via des ponctions cytogénétiques qu'on fait soit sur la tumeur de l'œil énucléé, donc facile, soit sur la tumeur au moment de la pose de clip, avant la protonthérapie, à partir du moment où la lésion fait plus de 5 mm d'épaisseur. Parce que si la lésion est petite, déjà, les facteurs de risque métastatique sont vraiment bas. Et ensuite, c'est pas très safe d'aller faire une ponction transclérale sur une toute petite lésion et on risque d'être dans le vitré et d'avoir des complications qu'on connaît. Est-ce qu'il y a un risque de récidive après une radiothérapie ? C'est rarissime. On a un taux d'efficacité de la protonthérapie de l'ordre de 98%. Donc ensuite, on peut avoir une deuxième lésion dans le même œil, rarissime, et on peut avoir une croissance sur les bords de la radiothérapie. Et là, dans ces cas-là, on est obligé d'énucléer parce on connaît absolument pas la dose qu'il va falloir mettre, et puis les complications d'une deuxième irradiation sont trop importantes. Il faut savoir quand même que le mélanome, il est assez peu radiosensible parce qu'il n'y a pas beaucoup de mitose. Or, les rayons provoquent la mort cellulaire à chaque mitose. Donc, plus il y a de mitose, plus la tumeur va diminuer rapidement de taille. Moins il y a de mitose, plus ça va être lent. Donc, en réalité, on est obligé d'envoyer des doses d'irradiation qui sont majeures. Et c'est pour ça qu'on fractionne peu, le souvenir de P1, P2. On fractionne peu, on envoie beaucoup, beaucoup de rayons. Et donc, on ne saurait pas ce qu'il faudrait mettre comme dose derrière si on a une récidive locale. Ça veut dire qu'en fait, le pronostic, quand tu traites, il est très bon, quoi. Le pronostic local,
est très bon. On traite la lésion. Le problème, c'est la métastase. Et en fait, pourquoi il y a métastase? Une fois qu'on a irradié, Les cellules, elles sont barrées depuis. voilà, il y a des cellules qui sont parties avant dans la circulation sanguine. Une cellule suffit, 2 cellules, et ensuite elles se fixent au niveau du foie. Et là, il peut y avoir une croissance de métastase. Mais à partir du moment où on irradie la lésion, les cellules qui partiraient à ce moment-là, a priori, n'auraient aucune chance de générer des métastases. Nous allons maintenant passer à l'oncologie palpébrale avec Géraldine. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les lésions palpébrales les plus fréquentes? Alors les lésions palpébrales sont un motif de consultation fréquent en ophtalmologie parce que les patients voient assez vite l'apparition de lésions qui sont souvent disgracieuses, inesthétiques et qui vont les amener à consulter. Il faut savoir que les lésions peuvent être de nature très très variée parce que la paupière est le carrefour entre de multiples tissus. On a la conjonctive sur la version conjonctivale, ensuite on a le tarse, ensuite on va avoir la zone avec les cils, donc toutes les tumeurs qui peuvent se développer sur les cils, sur les glandes de mébomus. Ensuite, on va avoir le versant cutané, et donc on peut avoir des lésions qui se développent sur chaque type de structure. Donc on peut avoir dans les lésions les plus fréquentes, qui sont les lésions bénignes, des papillomes, des hydrocystomes, des névus du bord libre, et toutes ces lésions sont assez fréquentes, d'autant plus que la peau des paupières est très fine et donc très exposée au soleil. Après, on a des lésions qui sont moins fréquentes, qui sont les lésions malignes, avec la plus fréquente des lésions malignes qui est le carcinome basocellulaire, qui reste assez fréquent, en particulier au niveau de la paupière inférieure, qui touche souvent des patients âgés, mais qui des fois touche des patients jeunes aussi, et qui se traite chirurgicalement. Après, on a un peu plus rare, même plus rare, le carcinome épidermoïde, qui représente à peu près 20% des tumeurs malignes de la peau, des paupières, et beaucoup plus rare, le mélanome, qui lui représente 2-3% des patients qu'on est amené à prendre en charge pour des tumeurs palpébrales. Est-ce que tu peux nous rappeler les signes cliniques du carcinome basocellulaire? Alors les signes cliniques du carcinome basocellulaire, ils sont au final assez nombreux. Il y a déjà à l'interrogatoire, il faut demander aux patients depuis combien de temps la lésion évolue. C'est une lésion qui évolue depuis 10 ans, c'est une lésion qui évolue depuis 6 mois. Souvent c'est des lésions qui sont d'évolution lente, mais qui apparaissent au bout de 2-3 mois, 6 mois, et donc toute lésion qui va persister sur la paupière, elle doit faire suspecter une lésion tumorale et notamment un carcinome basocellulaire. Donc on cherchera une ulcération, une madarose, donc la perte des cils, on cherchera des télangiectasies. La lésion, elle peut saigner, il peut y avoir des croûtes, et globalement toute lésion qui persiste et qui ne se résout pas avec le temps ou avec l'application de pommade type Sterdex, doit nécessiter la réalisation d'une biopsie et l'envoi vers quelqu'un spécialisé en chirurgie de paupières. Du coup, sur une lésion relativement peu étendue, est-ce que tu vas faire une biopsie et un traitement adapté ensuite, ou est-ce que tu vas directement faire une résection et une anatomopathologie? Sur une lésion de petite taille, si je suis sûre que c'est une lésion bénigne, je vais l'enlever. Alors ça va être soit chirurgicalement, soit ça peut être au laser si vraiment je suis sûre que c'est quelque chose de complètement bénin. Et sur une lésion maligne, donc si c'est un carcinome basocellulaire et que je suis sûre que c'est un carcinome basocellulaire, je vais d'emblée faire l'exérèse au bloc opératoire avec si possible un examen ex-tempo pour reconstruire dans le même temps et être sûre d'avoir enlevé toute la lésion avec des marges. Après, si j'ai un doute et que je sais que la chirurgie va être très délabrante et je suis pas sûre de la nature de la lésion, on peut dans un certain nombre de cas faire une biopsie qui va nous dire voilà, c'est un carcinome épidermoïde, c'est un mélanome, et ensuite préparer le patient à la chirurgie. Sur un carcinome épidermoïde, on va prendre des marges de 5 mm, donc vous imaginez que même si c'est une lésion de petite taille, 5 mm de chaque côté sur une paupière, ça fait tout de suite une grosse perte de substance. 1 cm sur le mélanome, donc voilà, sur ces lésions, on peut des fois le faire en 2 temps, aussi pour préparer le patient et puis pour être sûr vraiment de la napate. Alors on a parfois en consultation des chalazions qui traînent ou des chalazions récidivants sur la même localisation. Qu'est-ce qui doit nous inquiéter chez ces patients? Alors effectivement, les chalazions, c'est un motif de consultation assez fréquent, et je pense qu'il faut vraiment faire attention aux chalazions récidivants au même endroit. C'est-à-dire que t'as un patient, tu le vois, tu lui dis Sterdex, massage, etc. Et puis il revient 2 mois plus tard, il a toujours son chalazion, il revient 3 mois plus tard, il l'a toujours au même endroit, le traitement marche pas trop, il peut y avoir une petite madarose qui apparaît, et même des fois des patients qui ont des chalazions qui sont incisés,
Donc ils vont avoir une petite incision pour vider le chalazion et au final 3 mois plus tard il va y avoir un autre chalazion qui va réapparaître au même endroit. Là faut vraiment se méfier parce qu'il y a les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes sébacés qui peuvent des fois être confondus avec les chalazions surtout au début et en fait il faut pas hésiter à faire une anapathe même si jamais il y a un chalazion un peu bizarre que t'es amené à inciser, et ben t'en profites au moment où tu l'incises, tu prends un petit morceau, tu l'envoies en anapathe et puis au moins ça permet d'être sûr. Donc si on voit un patient au cabinet qui a une lésion palpébrale suspecte, comment on doit réagir et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une urgence aussi à la prise en charge? Alors, quand tu as un patient qui consulte avec une lésion suspecte, la première chose, c'est de prendre une photo de la lésion du patient et de lui demander, lui, des photos pour savoir un petit peu depuis combien de temps il a ça. Des fois, les patients ont un peu de mal à dater le début. Et si la lésion te semble vraiment suspecte, le mieux, c'est de l'adresser directement à quelqu'un qui fait de la chirurgie palpébrale, qui pourra dans le même temps enlever la lésion et reconstruire. Après, si ça te paraît peu suspect et que tu penses que c'est probablement bénin, tu peux enlever toi la lésion et envoyer au bloc opératoire et envoyer en anapathe ou alors faire une biopsie. Mais l'important, c'est de pas perdre trop de temps. Il y a certaines tumeurs comme les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes sébacés et les mélanomes qui sont des tumeurs qui progressent assez vite. Et donc pour ces patients-là, chaque semaine compte avant l'exérèse chirurgicale. Nous allons maintenant passer à l'oncologie conjonctivale. Quelles sont les lésions conjonctivales les plus fréquentes? Alors la lésion conjonctivale la plus fréquente qu'on voit souvent en consultation, c'est le ptérygion, qui est évidemment pas une lésion maligne, mais qui, dans certains cas, peut mimer le carcinome conjonctival, qui est la lésion dont on a plus peur, qui va d'une dysplasie de bas grade à une dysplasie de haut grade, au carcinome in situ, puis au carcinome invasif. Donc ça, c'est tout le panel des lésions carcinomateuses qui peuvent toucher la conjonctive. Après, on a les tumeurs lymphomateuses, donc tout ce qui va être lymphome et notamment le lymphome de Malte, qui sont malgré tout assez fréquents au niveau de la conjonctive. Et l'autre versant, c'est des tumeurs pigmentées. Et donc on va de la mélanose au mélanome in situ, au mélanome invasif, qui peuvent toucher l'ensemble de la conjonctive. Quelle est la conduite à tenir devant la découverte d'une mélanose conjonctivale? Alors déjà, c'est important de demander aux patients depuis quand ils présentent cette mélanose. La mélanose conjonctivale peut être ethnique chez les patients mélanodermes. Dans ce cas-là, elle est très fréquente, elle est bénigne. Et donc souvent, le patient a ça depuis l'adolescence, l'âge de jeune adulte. Et c'est des lésions qui souvent n'évoluent pas. Et il faut différencier ça de la mélanose primitive acquise, c'est-à-dire que c'est des patients qui avaient une conjonctive blanche et qui secondairement vont avoir une pigmentation de leur conjonctive. Donc ça, c'est des patients qu'il faut surveiller et au moindre doute, il faut pas hésiter à faire des biopsies dans les zones de mélanose les plus suspectes en cas d'épaississement, en cas d'appel néovasculaire, en cas de signe de malignité. Quelles sont les règles de bonne pratique pour réaliser une exérèse chirurgicale d'une lésion conjonctivale? Alors la première chose, c'est d'avoir des photos préopératoires avec des mesures ampères-opératoires de la taille de la lésion, donc avec un compas. Et il faudra au bloc opératoire utiliser faire un petit schéma en fait de conjonctive pour vraiment noter les mesures de la lésion qu'on enlève. Si la lésion est suspecte, il faudra surtout pas infiltrer dans la lésion et donc il faudra faire une anesthésie générale afin d'enlever la lésion dans sa totalité avec des petites marges autour et refermer sans tension. Ensuite, on envoie toujours le prélèvement en anatomopathologie pour analyse, après l'avoir orienté d'un fil pour pouvoir se repérer. S'il y a une grande perte de substance, est-ce qu'on peut faire des greffes de moelle amniotique, par exemple? Alors oui, effectivement, si tu as une lésion de grande taille avec une exérèse qui va être très délabrante, tu peux être amené à utiliser des greffes de membrane amniotique qu'il faudra suturer sur le lit d'exérèse. Et même là, on est en train de faire une étude au 15-20, on va utiliser du cordon ombilical lyophilisé pour avoir quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus épais et pour reconstruire la conjonctive. Parce que souvent, ces patients ont besoin dans un deuxième temps de protonthérapie quand la lésion est invasive dans l'épaisseur, dans la sclère, et donc on a besoin d'une conjonctive qui va être vite cicatrisée et solide pour pouvoir faire les protons après. Alors Sarah, peux-tu nous dire quelle est la tumeur maligne la plus fréquente de l'œil? Alors en intraoculaire, c'est la métastase choroïdienne. En fait, moi-même quand j'ai commencé à faire de l'onco, j'étais persuadée que c'était le mélanome. En fait, le mélanome c'est très rare. Et la métastase choroïdienne est probablement sous-diagnostiquée. Tout simplement parce qu'on a parfois
à faire à des patients en fin de vie, donc on va pas leur faire un examen ophtalmo très complet, ou alors qu'il y a des petites métastases qui passent totalement inaperçues avec peu de symptômes. Mais quand on fait des études, il y a eu des études anatomopathologiques post-mortem, donc on sait très bien la fréquence et c'est la tumeur intraoculaire la plus fréquente. Peux-tu nous dire le pronostic des patients qui présentent une métastase choroïdienne ? Mauvais, non, malheureusement. Non, mais en fait, c'est bien de le savoir et c'est tout simplement parce que la prise en charge dépend de ce mauvais pronostic. C'est-à-dire que, bien évidemment, que aujourd'hui les choses évoluent, notamment avec, comme pour le mélanome, les thérapies ciblées, les immunothérapies, où on a parfois aujourd'hui des lésions primitives qui guérissent avec des pronostics qui s'améliorent. Voilà, c'est l'espoir du traitement en cancéro, notamment dans le cancer du sein. Jusqu'à il y a quelques années, on était aux alentours d'une médiane de survie à 6 mois à partir du moment où on a le diagnostic. Donc, je parle pas de moyenne, mais de médiane. Donc c'est de mauvais pronostics, c'est dans 20% des cas associés à une tumeur, une métastase cérébrale associée. Voilà, donc on est quand même dans des cas graves. Maintenant, encore une fois, on n'est pas là pour dire puisque votre pronostic semble défavorable, alors on va rien faire. Évidemment que non, pour plein de raisons. Déjà, on peut avoir des bonnes surprises avec des patients qui restent en vie très longtemps. Et deuxièmement, on est là pour améliorer la qualité de vie de ces patients et qu'une durée de vie même raccourcie malvoyant est beaucoup plus difficile à vivre qu'une petite durée de vie avec une voyance correcte. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique ophtalmologique pour ces métastases ou est-ce qu'on va se concentrer sur le traitement du primitif ? Ça dépend à quel moment on arrive. Si on arrive au moment du diagnostic, c'est-à-dire si c'est l'ophtalmo qui fait le diagnostic de la métastase, ce qui est le cas dans près de 20% des cas, enfin entre 15 et 20% des cas, on a un vrai rôle à jouer parce qu'on est là pour découvrir le cancer, la tumeur primitive. À ce moment-là, l'urgence, elle est à traiter le cancer primitif et donc à adresser tout de suite à un oncologue après un bilan rapide qui est l'échographie oculaire, l'IRM cérébral associé systématique. Vous pouvez faire un scanner thoraco-abdominopelvien, une mammographie chez la femme, éventuellement des marqueurs tumoraux et puis un PET scan. Ça, c'est extrêmement important. Si vous avez peur de faire tout ça parce que ça veut dire avouer quelque chose au patient, quelque part, ou l'inquiéter, à ce moment-là, bien évidemment, vous pouvez l'adresser à des onco-ophtalmos. Mais en tout cas, première chose à faire, c'est ça. Ensuite, si on arrive et que du coup, il y a une mise en route d'un traitement par voie systémique, donc notamment de chimiothérapie, radiothérapie ensuite, et chirurgie, ça c'est l'urgence de la prise en charge. Et nous, on va arriver en disant, je vous vois dans 1 cure, 2 cures, 3 cures de chimio pour voir comment vous allez. Et en fonction de l'aspect lésionnel, on sera là pour traiter et notamment faire de la radiothérapie. Sauf que là, c'est pas de la protonthérapie, parce qu'on se dit que s'il y a une métastase dans un œil, il y a un risque qu'il y ait des micrométastases qu'on voit pas. Et donc, il faut faire de la photon, donc de la radiothérapie standard, soit sur un œil, soit sur les 2 yeux, parce que c'est pas rare qu'il y ait une atteinte bilatérale. Quelque chose qui est hyper important à savoir quand vous faites le diagnostic des métastases choroïdiennes, c'est de faire, hormis l'écho, une angiographie ouverte d'endocyanine. Parce que c'est encore une des indications qui reste et qui, à mon avis, restera longtemps. C'est comme ça que vous trouverez les toutes petites métastases non visibles cliniquement, parfois non visibles en angiofluo, parce que ça donne une hypofluorescence tout au long de la séquence. Et donc là, vous avez un vrai rôle à jouer de dire au radiothérapeute, attends, il y a un tout petit machin qui se balade dans un coin de l'autre côté, il faut faire de la photo. Donc il y a le traitement systémique, le traitement par photothérapie. Certaines équipes sur des patients en très mauvais état général, sur une toute petite lésion, proposent de la photothérapie dynamique. Encore faudrait-il avoir de la Visudyne. Mais en tout cas, c'est possible. Et il y a aussi des équipes qui ont décrit des injections intravitréennes d'anti-VEGF, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au départ, c'était un traitement anticancéreux. Mais on n'a absolument aucune idée des doses, ni de la fréquence. Donc, c'est très empirique comme traitement. C'est le moment de passer aux questions du patient. Ce sont les questions qu'on entend souvent en consultation. Oui, on entend parfois. Est-ce que l'exposition solaire est un risque de mélanome choroïdien ?
Impossible de répondre, je pense, à cette question avec certitude. On sait que les patients avec des phototypes clairs vont avoir plus de mélanome choroïdien. On sait que les patients avec un iris bleu ou vert vont avoir plus de mélanome choroïdien qu'un patient avec un iris marron, et que les patients mélanodermes ont des risques d'avoir des mélanomes choroïdiens qui sont infimes. Non, c'est même presque un diagnostic d'élimination. Il y a quasiment pas de mélanome chez les patients noirs, des mélanomes choroïdiens. C'est rien à voir avec la conjonctive. En revanche, oui, par rapport au risque, en fait, moi, je réponds souvent, c'est impossible de savoir parce qu'en fait, les études épidémiologiques pour savoir si l'exposition oculaire au soleil augmente le risque, elles sont quasiment impossibles à faire. Contrairement à la peau où c'est plus facile, là, c'est quoi le temps passé avec des lunettes de soleil? C'est quoi le temps passé avec une casquette? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui réfléchit plus le soleil ou pas? Enfin, toutes ces questions-là, dont dépend probablement la réponse, on les a pas. Et puis, autant l'exposition cutanée au soleil, elle est plus facile à quantifier par le patient parce qu'il se rappelle, en fait, je passe tant de temps, je mets pas de crème solaire, etc. L'exposition oculaire, elle est beaucoup plus difficile à quantifier. On a parfois aussi des patients qui ont des petits névus iriens et qui nous demandent quelle est l'évolutivité, quel est le pronostic. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors les névus iriens, effectivement, ils sont assez fréquents. Ils sont le plus souvent bénins. Les mélanomes iriens, c'est très très rare. Et donc toujours les mêmes recommandations. On va faire des photos en lampe à fente, suivre le patient régulièrement. Si on a un doute, on trouve que la lésion est de grande taille, il faut pas hésiter à faire une échographie pour avoir des mesures de la lésion. Et on va rechercher une correctopie, on va rechercher des choses qui peuvent nous orienter vers une lésion maligne et évolutive. Mais globalement, c'est très très rare, c'est moins de 5% des mélanomes oculaires. Il y a un examen quand même qui est pas trop compliqué à faire au cabinet et qu'on peut faire, c'est quand même poser un verre à 3 miroirs, aller regarder s'il y a une dispersion de pigments dans l'angle ailleurs, qui peut être un peu plus évocateur effectivement, ou si l'angle est complètement envahi par la lésion irienne. Et vraiment, la chose la plus importante, c'est la croissance. Ça grandit encore plus lentement a priori que les mélanomes choroïdiens. Il est difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon vous l'avenir de l'oncologie oculaire? Il y a l'avenir réel et l'avenir qu'on espère, je crois. Non, mais très sérieusement, il y a l'avènement des nouvelles molécules par voie systémique nous donne beaucoup d'espoir. On attend vraiment de pied ferme un traitement adjuvant. Aujourd'hui, en mélanome oculaire, on est mauvais. En tout cas, jusqu'à l'avènement maintenant des nouvelles molécules qui commencent à arriver. Et encore, elles concernent pas tous les patients. Il faut qu'il y ait certains récepteurs, etc. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le cas d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue survie, ce qui est quand même notre métier aussi. Mais quand même, on est ophtalmo, donc je dirais que aussi l'avenir, et qui là pour le coup est réel, c'est la préservation visuelle le plus longtemps possible. Moi, quand j'ai commencé l'onco-ophtalmo, on me disait ouais, ça va, la vue, tant pis pour vous, le plus important c'est que vous soyez en vie. Aujourd'hui, le discours il a complètement changé, avec une prise en charge qui est beaucoup plus soutenue, on va dire, avec des injections intravitréennes d'anti-VEGF, avec du laser rétinien, avec les copains le font aussi, des endorésections tumorales sur des grosses tumeurs pour éviter qu'il y ait des gros syndromes de tumeurs toxiques. On va faire des angiographies aux patients dans le suivi et on va leur proposer des PPR un peu sectoriels juste dans les zones d'ischémie pour préserver au maximum la rétine et leur apporter un traitement presque sur mesure pour éviter justement une baisse de vision. Juste une petite précision, est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut adresser des patients à un oncologue ophtalmo si on voit quelqu'un avec une lésion suspecte en consultation? En fait, je crois qu'on n'est pas très nombreux et nombreuses en France à faire de la cancéro-ophtalmo, et je pense qu'on a tous et toutes à cœur d'être le plus réactifs possible. Donc le mieux, c'est de s'adresser, en tout cas de se renseigner sur une structure le plus proche de son cabinet, parce qu'on n'est pas tous à Paris, donc voilà, de savoir à qui on va adresser, comment est-ce qu'on l'adresse de manière la plus rapide et la plus efficace possible. En général, ça peut être d'envoyer une photo, d'envoyer un message, déjà ça commence à faire rentrer les patients dans le circuit.
Ensuite, que ce soit, nous dans notre service, c'est assez facile d'envoyer un mail à l'Oncopole. Je pense qu'à l'Institut Curie aussi, on peut envoyer un mail assez rapidement, nous envoyer des photos et on répond rapidement avec en essayant déjà d'orienter le plus possible. Et puis après, il y a évidemment un centre à Bordeaux, un centre à Nice. Il y a tout un réseau qui s'appelle le réseau Mélaconate et qui est en fait tout un réseau de cancérologues, ophtalmos, qui sont là pour vous répondre. Donc l'idée, c'est de trouver le centre le plus proche et le plus pratique pour vos patients et de trouver le réseau, de trouver le moyen de connecter le plus rapidement. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Géraldine pour votre accueil ici au 15-20. Merci pour votre expertise, c'était passionnant. Merci Sarah et merci Géraldine pour votre temps, c'était vraiment très très intéressant, merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous. La liste des centres spécialisés en onco-ophtalmologie sera disponible sur la publication LinkedIn de l'épisode. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.